Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en très bonne santé. Bien entendu, je dois rappeler que je m'adresse aux étudiants de la première année droit, Université Sidi Mohamed Abdallah, faculté de droit de Fès, première année droit, semestre 2, module théorie générale des obligations. J'attire votre attention aussi que cette séance est considérée comme la séquence 2 du cours numéro 4, étant donné que on avait, dans le cadre de la quatrième séance, on avait déjà vu, on a fait une séquence numéro 1 et dans laquelle on avait commencé un nouveau chapitre qui était consacré à ce qu'on appelle la classification des contrats. Je vous rappelle que, vu que le nombre de contrats, c'est-à-dire où les contrats sont nombreux, on ne peut pas présenter le régime juridique de chaque contrat. On procède dans ce cas-là à leur classification par groupe, vu que chaque groupe d'obligations, de contrats est soumis au même régime juridique. Alors déjà, lors de la séquence 1, on a commencé par une classification que je considère d'une importance considérable, qui consiste à classer les contrats d'après leur mode de formation. Et on avait distingué entre les contrats consensuels et les contrats non consensuels. Alors aujourd'hui, je vais entamer une nouvelle classification qui consiste cette fois-ci à classer les contrats d'après leur effet. Et bien entendu, ici, quand on classe les contrats d'après leur effet, on distingue les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد. Donc les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. Alors, vous savez bien que le propre d'un contrat est d'entraîner des effets juridiques, soit entre les parties, soit à l'égard des tiers. Alors, ces effets juridiques sont cependant variables. Aussi, opère-t-on une distinction alors selon que les effets sont réciproques, et là on parle de contrats synalagmatiques, ou non réciproques, et là on parle de contrats unilatéraux. Et comme on avait fait lors de la distinction, quand on a étudié la classification des contrats d'après leur mode de formation, on avait adopté un plan que je vais garder pour vous faciliter les révisions. J'avais pour chaque classification, je traite en grand 1 l'exposé de la distinction et en grand B l'intérêt de la distinction. Donc on va adopter le même plan. Donc là on va voir l'exposé de la distinction entre les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. Alors, s'agissant des contrats synalagmatiques, je peux vous dire que ce sont des contrats dans lesquels chaque partie assume une ou plusieurs obligations. Ce sont des contrats dans lesquels chacune des parties assume une ou plusieurs obligations à l'égard de l'autre partie. C'est-à-dire, ce sont des contrats dans lesquels chacune des parties a une double qualité, une double casquette. Chaque partie est créancière et débitrice en même temps. Chaque partie est créancière et débitrice en même temps. Et là, les exemples sont très nombreux. La vente, le contrat de vente, est un contrat synalagmatique. Pourquoi? Parce que le vendeur a une double qualité et les créanciers du prix et débiteur de la livraison, et l'acheteur, il a aussi une double qualité.
il est créancier de la livraison et débiteur du prix. La même chose pour le contrat de bail. Le bailleur est créancier de la redevance de loyer et débiteur du transfert de la jouissance paisible. Et le locataire, à l'inverse, il a aussi une double qualité. Il est débiteur de la redevance de loyer et créancier d'une jouissance ou du transfert de la jouissance paisible. Donc, dans ces exemples que je viens de donner, on peut multiplier les exemples. Pratiquement la majorité des contrats est synalagmatique, c'est-à-dire chacune des parties, chacun des parties a une double qualité, c'est-à-dire juridique, et les créanciers et débiteurs en même temps. En d'autres termes, les contrats synalagmatiques donnent lieu à des obligations réciproques, puisque chacune des parties contractantes est à la fois, comme je viens de dire, créancière et débitrice. Et certains juristes utilisent le mot contrat bilatéral, synalagmatique ou contrat bilatéraux. Cette réciprocité d'obligation ne se rencontre pas dans les contrats unilatéraux, qui ont, je dirais, un effet à sens unique. C'est-à-dire que seule une partie est obligée à l'égard de l'autre. L'une des parties est créancière, l'autre est débitrice. Aucune partie n'est à la fois créancière et débitrice. Et le meilleur exemple que je peux vous donner ici, c'est, il y en a plusieurs, le meilleur c'est le contrat de dépôt gratuit. Alors imaginez que vous avez déposé, vous avez conclu un contrat de dépôt gratuit avec une personne. Imaginez un voisin qui a un garage dont il ne s'en sert pas, et vous lui avez demandé de déposer votre voiture dans son garage. Il a accepté. Alors donc vous avez conclu un contrat parce que vous allez voyager pour un certain temps, et dans ce contrat-là de dépôt gratuit de la voiture dans le garage du voisin, chacune des parties a une seule qualité. Le propriétaire de la voiture qui est vous êtes créancier de la voiture, mais vous n'êtes pas débiteur parce que c'est gratuit. Donc vous avez une seule qualité. Et votre voisin, le propriétaire du garage, il a une seule qualité. Il est uniquement débiteur ou seulement débiteur de la voiture. Parce que c'est gratuit. Il ne va rien recevoir. Il n'a pas la qualité de créancier. Il est uniquement débiteur. On peut aussi donner comme exemple le contrat de prêt. Le contrat de prêt, celui-ci n'engendre des obligations qu'à la charge de l'emprunteur, qui doit bien sûr restituer, conserver et restituer la chose empruntée. On peut donner aussi le cas du cautionnement gratuit. Le cautionnement gratuit, puisque seule la caution est obligée. Il doit payer les dettes du débiteur si celui-ci ne les acquitte pas à l'échéance. Donc, c'est pourquoi on les appelle des contrats des contrats unilatéraux, parce que chacune des parties a une seule qualité, soit la partie est créancière, soit elle est débitrice. Si le critère de distinction entre les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux, à travers ce qu'on vient de dire, semble relativement précis, l'on s'est demandé cependant si un contrat synalagmatique peut se transformer en un contrat unilatéral, et inversement. Et inversement, c'est-à-dire un contrat unilatéral qui peut se transformer en contrat synalagmatique. Ça, c'est une problématique que pose cette classification. En effet, on va prendre cas par cas. Prenons le cas d'abord de la transformation d'un contrat synalagmatique en un contrat unilatéral. Ce
que je veux dire par là, c'est que la question se pose, ou se trouve posée, lorsque, postérieurement à la conclusion d'un contrat synagmatique, les obligations de l'un des contractants disparaissent. Ce contrat se transforme-t-il en un contrat unilatéral? C'est une question qu'on doit poser. La majorité de la doctrine répond par la négative, estimant que ce contrat demeure un contrat synagmatique. Par exemple, la vente, et on vient de le dire, c'est un contrat synagmatique, ne devient pas contrat unilatéral lorsque seul le vendeur y demeure débiteur de la livraison. L'acheteur ayant déjà payé le prix, il reste seulement créancier. Donc on ne peut pas parler d'une transformation d'un contrat, à travers cet exemple, d'un contrat synagmatique en un contrat unilatéral. Donc ce n'est pas possible. Deuxième scénario, la transformation d'un contrat unilatéral en un contrat synagmatique. Et ça, c'est un cas qui peut se produire dans la pratique. Je m'explique. Ici, d'abord, j'ai dit pour cette transformation d'un contrat unilatéral en un contrat synagmatique, deux situations qu'on doit distinguer. Première situation, lorsque les parties peuvent, par la volonté, créer des obligations à la charge du contractant, qui devait en principe, être seulement créancier. Par exemple, le déposant s'engage à rémunérer les services du dépositaire. Dans ce cas-là, la réciprocité d'obligations ayant, été voulue par les contractants, et le contrat, dans ce cas-là, demeure incontestablement synagmatique. C'est-à-dire, je vais revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure de quelqu'un qui a déposé sa voiture gratuitement dans le garage d'un voisin, mais lorsqu'ils ont fait un écrit, comme quoi je vais laisser ma voiture dans votre garage pendant 1 mois, je vais voyager un peu loin, là, ils ont rajouté une clause dans le contrat, comme quoi si le dépositaire, qui est le voisin, engage des frais au profit de la voiture, le déposant accepte de les régler. Là, le contrat, déjà, il est synagmatique au départ. En revanche, si on n'a rien prévu dans le contrat, le problème se complique ici lorsque l'un des parties qui devait rester seulement créancière, c'est-à-dire qui n'était pas tenu d'aucune obligation à l'égard de son partenaire, s'est trouvé par la survenance d'une circonstance lors de l'exécution du contrat par le débiteur, il y avait des charges, il y avait des dépenses à accomplir. Et là, je vais revenir au même exemple. Par exemple, dans le contrat de dépôt de la voiture dans le garage du voisin qui était gratuit, donc c'était au départ un contrat unilatéral, puisque le dépositaire, le propriétaire du garage, est tenu uniquement de conserver la chose et de la restituer. Il arrive que le dépositaire, ou notre dépositaire, est tenu de conserver la chose, pour la conserver, pour la conservation de la chose, des dépenses que le déposant doit payer pour éviter des dommages à la chose déposée. Et bien sûr que le déposant doit réparer dès son retour. Dans ce cas, le contrat demeure-t-il unilatéral ou se transforme-t-il en un contrat synagmatique? Étant donné la réciprocité d'obligation, parce qu'il y a des charges, des dépenses qui ont été effectuées par le dépositaire. Alors, sur cette question, la doctrine est divisée. En France, sur la réponse qu'il convient d'apporter à cette question.
pour certains juristes, les obligations nées postérieurement à la conclusion du contrat n'ayant pas été voulues par les parties au départ. Donc, ce sont des obligations qui sont nées postérieurement, qu'on n'a pas envisagées. Donc, les juristes français, certains juristes disent qu'il s'agit des obligations extra-contractuelles et qui sont sans incidence sur la qualification du contrat qu'on a adopté au départ, c'est-à-dire un contrat unilatéral. Pour eux, ce contrat demeure donc unilatéral et le régime du contrat synagmatique ne saurait lui être appliqué. Parce que le contrat est déjà conclu et la qualification a déjà, on ne peut pas faire une surcharge sur le contrat ou modifier sa qualification après sa signature par les parties. D'autres juristes soutiennent l'opinion contraire, estimant que les obligations nées lors de l'exécution à la charge de l'une des parties ont été envisagées ou envisageables, ou il y en a qui disent comme probable, envisagées comme probable, par les contractants, en remarquant que pour le dépôt, par exemple, gratuit, l'obligation d'indemniser le dépositaire pour les dépenses faites et les dommages subis a été rattachée par la loi au contrat, c'est-à-dire c'est d'office. Et là, certains juristes au Maroc évoquent ici l'article 814 du DOC. L'article 814. Alors, l'article 814 dispose que le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies par la gestion d'affaires, etc. Donc l'article dit beaucoup de choses. Donc, comme vous voyez, il y a deux scénarios ou deux hypothèses et les juristes sont partagés sur ce point. Et au Maroc, j'ai dit, les juristes, quand ils invoquent l'article 814, certains envisagent ou admettent la possibilité de la transformation d'un contrat unilatéral qui s'est déclenché unilatéral et par la suite il peut devenir synalagmatique. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette problématique que pose la distinction entre les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. Qu'en est-il maintenant du deuxième point, l'intérêt de la distinction entre ces deux contrats? L'intérêt de distinction أهمية التمييز بين العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد. Donc l'intérêt de distinction entre les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. Alors l'intérêt, je dirais que l'intérêt de distinction apparaît à deux niveaux. D'abord au niveau du risque de la perte de la chose et au niveau de la résolution du contrat. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les contrats synalagmatiques, les risques de la perte d'une chose découlant de, par exemple, l'impossibilité d'exécution sont toujours à la charge du débiteur, alors qu'ils sont supportés par le créancier dans le contrat unilatéral. C'est d'ailleurs ce que dit l'article 338 du DOC. Je répète, les risques découlant de l'impossibilité d'exécution, sont à la charge du débiteur alors qu'ils sont apportés, ou je dirais supportés par le créancier dans les contrats unilatéraux. De même, la résolution pour une exécution. Al-Fasl al-Adam Tanfid. Article 259 du DOC.
la résolution pour une exécution ne joue que dans les contrats synagmatiques. Je vous rappelle que la résolution, c'est lorsque les parties décident de mettre fin à leur contrat. Et sur le plan de la terminologie juridique, on dit résolution lorsque les deux parties sont d'accord. Mais c'est lorsque l'une des parties, il n'y a qu'une seule partie qui veut quitter le contrat, là on parle de résiliation. Même sur le plan de la terminologie arabe, la résolution al-fasr, la résiliation al-fasr al-uhadi. Donc, malgré que là aussi c'est un problème de terminologie dans notre DOC, il y a pas mal d'articles, il y a une sorte de confusion chez les rédacteurs du Dahir des obligations contrat entre résolution et résiliation. Dans le DOC n'est pas vu de la façon que je viens d'expliquer. Donc je disais, la résolution pour une exécution d'un contrat, comme c'est prévu dans l'article 259 du DOC, ne joue que dans les contrats synagmatiques, à l'exclusion des contrats unilatéraux. Je m'explique. La résolution pour une exécution se justifiant par le souci du créancier qui n'a pas reçu la prestation promise de se libérer de sa propre obligation. Ce que je viens de dire n'a pas de sens dans les contrats unilatéraux, puisque le créancier dans ces contrats n'a pas cette qualité. Il n'a pas à demander sa libération de l'obligation qui n'existe pas. Je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure, le dépôt de la voiture dans le garage d'un voisin, un dépôt gratuit. Le voisin ne peut pas demander la résolution du contrat ou la résiliation parce que il n'y a pas de réciprocité. Il n'a pas de me dire si tu ne me payes pas, je vais prononcer. C'est déjà gratuit. Donc c'est pourquoi la résolution n'est pas envisageable dans les contrats unilatéraux. Par ailleurs, dans le contrat synalagmatique, c'est oui, c'est possible. La réciprocité et l'interdépendance, je dirais, des obligations font que l'obligation de chacune des parties sert de cause à l'autre. Si une partie n'exécute pas son obligation, l'autre peut refuser d'exécuter la sienne. Et là, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats ou en droit civil, on parle de l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les contrats synagmatiques, c'est seulement dans ces contrats que l'exception d'inexécution est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une réciprocité des obligations. Je suis capable dans le contrat de vous dire, ben, si vous ne payez pas le prix intégral, je ne vous livre pas. Ça dépend des positions de force des parties dans le contrat. Alors que l'exception d'inexécution, comme je viens d'expliquer, est inconcevable dans les contrats unilatéraux. Pourquoi? Je reviens à l'exemple, le voisin ne peut pas dire au déposant que s'il ne paye pas, il n'aura pas sa voiture. Ou il n'aura pas le garage s'il ne paye pas. Non, c'est gratuit. C'est un contrat unilatéral. Il n'y a pas de réciprocité. Donc déjà, vous voyez que c'est un intérêt, l'exception d'exécution constitue un véritable intérêt de distinction entre les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux, bien entendu, au niveau de cette exception qui joue un rôle très important dans les contrats synalagmatiques, alors qu'on ne peut pas l'imaginer, ou je dirais il est inconcevable dans les contrats unilatéraux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la classification des contrats d'après leur effet et la distinction qui oppose les contrats synalagmatiques et les contrats unilatéraux. Maintenant, qu'en est-il d'une troisième classification des contrats d'après, je dirais, le rôle joué par la chance dans les contrats. Le rôle joué par la chance.
Et là, quand on dit classer le contrat d'après le rôle de la chance, ou le rôle joué par la chance, on oppose, ou la doctrine oppose, le contrat commutatif et le contrat aléatoire. Je dis bien les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. العقود المحددة والعقود الاحتمالية أو عقود الغرر أو عقود الغرر. Avant, je dirais que ces contrats, ils ont pour rôle, comme le contrat, ils ont un rôle de régir la vie des individus, comme j'avais expliqué durant les séances précédentes, lorsque je vous ai dit que le seul outil juridique qui permet l'échange des biens et des services reste aujourd'hui le contrat. Et de ce fait, je peux vous dire que le droit ne saurait ignorer la chance, qui n'y est pas négligeable. Et de ce fait, les manifestations de la chance dans le domaine juridique, je dirais, sont très nombreuses. On les rencontre souvent. Ainsi, si le risque est plus ou moins important dans toute activité économique et que le contrat implique un certain risque, souvent, alors le droit distingue dans ce cas-là en fonction de la place occupée par la chance. Et en faisant cette distinction, on distingue deux catégories de contrats, le contrat commutatif et le contrat aléatoire. Et là, on va là aussi adopter le même plan, c'est-à-dire qu'il importe d'en exposer la distinction et par la suite mentionner les intérêts de distinction. Alors pour l'exposer de la distinction, je dois vous dire que, commençons par les contrats commutatifs, ce sont des contrats ou sont ceux dans lesquels la prestation prévue à la charge de chaque partie est certaine et déterminée, ou tout au moins déterminable. Je répète, sont les contrats dans lesquels la prestation prévue dans le contrat à la charge de chaque partie est connue, ou je dirais, elle est certaine et déterminée, ou au moins déterminable, dès le jour de la conclusion du contrat. C'est-à-dire, chacune des parties dans le contrat, il est conscient de ce qu'il va donner, de la valeur de ce qu'il va donner et de la valeur de ce qu'il va recevoir. Là, on est en face d'un contrat commutatif. C'est le cas du contrat de vente. C'est un contrat commutatif. Pourquoi? Puisque l'acheteur et le vendeur connaissent au moment de la conclusion du contrat leurs prestations réciproques, c'est-à-dire la chose et le prix. En revanche, dans les contrats aléatoires, l'avantage que les parties retirent du contrat n'est pas déterminé, n'est pas connu au moment de la conclusion du contrat, mais dépend, en ce qui concerne son existence et son étendue, d'un événement peut-être incertain. Dans ces contrats, on dit qu'il y a un aléa, c'est-à-dire un risque de gain et ou aussi un risque de perte pour chacune des parties. Et là, les exemples qu'on peut prendre, qui sont réglementés par le DOC, le pari, le contrat de pari, le jeu et d'autres contrats qui ont été réglementés, qu'on considère comme aléatoires et qui sont venus après le DOC. Et là, je fais allusion au contrat d'assurance. Ce sont des contrats aléatoires. Quand on conclut un contrat d'assurance, il se peut que vous payez une prime d'assurance trimestriellement ou annuellement, et pendant 40 ans, vous n'avez jamais eu de problème.
Dans ce cas-là, l'assureur, il a gagné avec vous. Mais il se peut que le premier jour ou le deuxième jour, un accident. Et la semaine d'après, un accident. Et la troisième semaine, un accident. Là, c'est aléatoire. Là, l'assureur, il a perdu avec vous, dans le deuxième exemple. Donc là, juste pour vous expliquer, qu'est-ce qu'on entend par un contrat aléatoire? C'est un contrat qui est fondé sur le hasard. Il y a des risques de gain comme des risques ou des risques de perte. Alors, j'ai dit à travers ces exemples, donc le jeu, le pari, l'assurance, ce sont des véritables exemples des contrats d'assurance. Alors maintenant, après cette petite présentation des deux contrats, qu'en est-il de l'intérêt et la distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires? Alors, je peux vous dire que les intérêts de distinction peuvent être saisis non seulement sur le plan technique entre les deux contrats, surtout à propos d'une institution qu'on va voir par la suite, dans le cadre des vices du consentement, qu'on appelle la lésion. La lésion, je dirais, pour vous la définir, parce qu'on n'a pas vu encore les vices du consentement, je dois vous dire que la lésion, sur le plan juridique, d'abord, elle est considérée comme un vice du consentement. Aïb min uyub al-irada. Et qui est réglementé par deux articles dans le DOC, l'article 55 et l'article 56, qui précisent, ces deux articles précisent les situations dans lesquelles un contractant lésé, qui est victime d'une lésion, peut demander la rescission ou l'annulation du contrat en prouvant, bien sûr, la lésion. Et l'article 55 donne une formule de la lésion d'après laquelle il y a lésion lorsque le prix de vente est inférieur d'un tiers, lorsque le prix de vente porté au contrat est inférieur de plus d'un tiers par rapport au prix du marché. Et le droit marocain, il est un petit peu spécial sur la lésion. C'est-à-dire la lésion ne donne pas lieu à l'annulation d'office. Il ne peut donner lieu à l'annulation d'un contrat, c'est dans deux cas. Lorsque le contrat a été conclu par un mineur, même en présence de son tuteur. Et deuxième cas, qui est fréquent, lorsque le contrat ou le contractant lésé a été victime d'un dol. À part ces deux cas, la lésion n'est pas permise. Il y a des dispositions spéciales qui concernent le droit de société, l'article 1092, je pense le contrat de prêt d'argent, l'article 670, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est des cas de lésion, c'est-à-dire, je dirais, qui réglementent des situations, je dirais, spécifiques. Mais l'article 55 et 56 donnent c'est-à-dire les grands principes, ou je dirais, dans le droit positif de la lésion. L'article 55 et 56 du DOC donnent le droit positif de la lésion au Maroc. Et là, je reviens à cette institution, là, juste pour vous mettre un petit peu à l'aise en ce qui concerne ce vice du consentement. J'attire votre attention qu'on reviendra plus longuement sur ce vice avec les vices du consentement. Et je dois vous dire que maintenant, la lésion, vous devez vous contenter que de ça, c'est un déséquilibre économique de prestations. Les marchandises qui coûtent sur le marché, par exemple, 5 000 dirhams, et quelqu'un l'a vendu à 500 dirhams. Là, il y a une lésion. Il y a un déséquilibre énorme de prestations. Et le droit marocain, comme je viens de le dire, permet d'annuler ce contrat, surtout lorsque la lésion est accompagnée d'un dol, ou le contrat a été conclu par un mineur. L'article 55 dit même lorsqu'il est accompagné de son tuteur. Ceci étant, après cette petite présentation de la lésion, maintenant on doit s'interroger comment la lésion constitue-t-elle je dirais, un intérêt de distinction entre les contrats
aléatoires et les contrats commutatifs? La réponse est simple, c'est que, je viens de le dire, les contrats commutatifs, les prestations sont connues, précisées entre les parties au moment de la conclusion du contrat. En revanche, dans les contrats aléatoires, c'est-à-dire les parties, je viens de le dire, quand j'ai exposé la distinction, ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils vont recevoir lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire lors de la formation du contrat. Et c'est pourquoi, dans la pratique, on ne peut pas invoquer la lésion dans les contrats aléatoires. Pourquoi? Parce que, je reviens à l'exemple de l'assurance, vous avez payé l'assurance, la prime d'assurance pendant 35 ans ou 40 ans, et que vous n'avez jamais eu de remboursement parce que vous n'avez jamais eu d'accident. On ne va pas dire il y a lésion, qu'il y a une rabine. Non, parce que la nature du contrat, il est comme ça. D'ailleurs, il y a un adage que certains juristes ont souvent répété, même des cas de jurisprudence. L'adage dit que l'aléa chasse la lésion. C'est un adage, c'est une maxime juridique qui était souvent appliquée dans certaines situations juridiques où on dit l'aléa chasse la lésion. Voilà ce qu'on peut dire sur l'attitude, ou je dirais, cette distinction entre la classification du contrat d'après le rôle joué par la chance, et à travers laquelle on a distingué entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire. Et là, j'arrive à une dernière classification qui consiste à classer le contrat d'après la réglementation qui leur est consacrée. Et là, dans la pratique, on utilise la terminologie de l'opposition des contrats nommés au contrat innommé. عقود محددة وعقود عقود مسمات وعقود غير مسمات. Contrat nommé et contrat innommé. Alors, comme je fais souvent, donc un grand 1, l'exposé de la distinction, un grand B, l'intérêt de la distinction. Alors, pour l'exposé de la distinction, les contrats nommés sont tous les contrats pour lesquels le législateur a consacré une réglementation spéciale. Une réglementation spéciale, c'est-à-dire des textes qui, dans la loi, réglementent ces contrats. On appelle ces contrats des contrats nommés. Et là, si vous prenez le DOC marocain, la deuxième partie du DOC, exactement, à partir de l'article voilà, à partir de l'article 400 et quelques, voilà, titre 2, voilà, je suis presque, juste pour vous donner le numéro de l'article, voilà, de l'interprétation de la présomption, 400, alors j'ai dit, à partir de l'article 400, exactement, voilà, livre deuxième, pardonnez-moi pour ce retard. Alors, livre deuxième, à partir de l'article 478. À partir de l'article 78, c'est indiqué livre 2 des contrats déterminés. Donc, l'intitulé de ce livre, des différents contrats déterminés, des quasi-contrats qui s'y rattachent. Et là, le premier contrat nommé, comme vous le voyez, chapitre 1, la vente, LBR. Et après, il y a une douzaine de contrats qui sont prévus, réglementés par la deuxième partie du DOC, et qu'on appelle tous ces contrats des contrats nommés. Pourquoi? Parce qu'ils sont réglementés. Tout ce que vous voulez savoir sur ces contrats qui sont réglementés par le DOC, comme la vente, le bail, le mandat, le dépôt, la société, le contrat de travail, le contrat de prêt à usage, le gage, le nantissement, la liste elle est longue, une douzaine de contrats. Et je dois vous dire que pour chaque contrat, il y a une réglementation pratiquement complète sur le contrat, pour chaque contrat.
Et là, on les appelle des contrats nommés. Mais en droit marocain du contrat, il n'y a pas que ces contrats-là, parce que vous allez peut-être me dire, donc, est-ce qu'on n'a que 12 contrats nommés? Non. Le DOC, vous le savez très bien, je vous ai déjà dit, il a été réglementé, il a été rédigé en 1913, à l'époque du protectorat au Maroc, et qui est toujours resté tel qu'il est, à part quelques modifications légères. Et depuis 1913, d'autres contrats ont été réglementés au Maroc. Mais par quoi? Par des textes spéciaux. Et là, la liste elle est longue. Par exemple, le contrat de mariage, le code de la famille. Le contrat de travail, le code du travail de 2004. Le contrat d'assurance 2000. Et on peut multiplier les exemples. J'ai dit, ces contrats-là, ces contrats que je viens de citer, qui sont venus après le DOC, sont aussi des contrats nommés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'objet d'un texte spécial. Un texte spécial, et j'ai dit, on peut, la liste elle est longue. Et donc, si on vous dit, où trouve-t-on les contrats nommés au Maroc? J'ai dit, soit c'est dans le DOC, soit c'est dans des textes spéciaux. Des textes spéciaux, une loi spéciale pour le contrat, ou même des lois qui sont générales, mais qui ont réglementé des contrats. Là, je fais allusion au Code de commerce qui a réglementé les contrats bancaires, qui a réglementé le contrat de transport des choses, beaucoup de contrats, le contrat de commission, le contrat de courtage, beaucoup de contrats qui sont réglementés par le Code de commerce. Donc tous ces contrats-là que je viens de citer sont des contrats nommés. Ça veut dire réglementés par la loi, soit par des textes généraux, soit par des lois spéciales. Ces contrats nommés s'opposent aux contrats innommés, le code de l'Ghayr Musammas. Et à travers cette appellation, je peux vous dire que les contrats innommés sont des contrats qu'on peut définir comme des contrats qui existent, qui se pratiquent tous les jours, mais que la loi ignore encore, que la loi n'a pas encore réglementé. Mais dans la pratique, il demeure des contrats valables, tant que ces contrats ne touchent pas, bien sûr, ou ne sont pas contraires à l'ordre public du pays. Le contrat restera valable sur tous les plans, au niveau de sa formation, au niveau de son exécution, etc. Et bien entendu, ces contrats sont très nombreux. Je vais vous donner quelques exemples, parce que ce qui sont très fréquents au Maroc. Par exemple, le contrat d'affacturage, dont l'origine, c'est un contrat d'origine américaine qu'on appelle le factoring. Le contrat d'affacturage est un contrat qui est pratiqué au Maroc. Il y a même des banques au Maroc qui se sont spécialisées dans l'affacturage. Deuxième contrat, le contrat de déménagement. Un troisième contrat, le contrat de gardiennage. Vous voyez, au Maroc, on trouve des vigiles, des gens qui assurent la sécurité partout. Mais le droit marocain, à ma connaissance jusqu'à nos jours, il ignore la réglementation du contrat de gardiennage ou le contrat d'entretien, et la liste est longue. Il y a même des contrats qu'on invente souvent, de nouveaux contrats. Alors ces contrats, on les appelle des contrats innommés. La question qui se pose par un juriste, pardon, c'est en cas de litige, à propos de ces contrats, quelle sera la loi applicable? Une loi spéciale n'existe pas, je viens de le dire. Le droit ignore encore ces contrats innommés. Alors la réponse, c'est que le contenu matériel ou la substance matérielle de ce contrat constitue le texte, ou constitue la loi qui va le régir. Mieux que ça, un contrat innommé est souvent chargé de clauses, qui sont l'œuvre de la volonté commune des parties. C'est-à-dire, ce genre de contrat, ils sont négociés, point par point, et chaque fois que les deux parties tombent d'accord sur le point juridique, ils le rédigent sous forme d'une clause. Clause numéro 1, clause numéro 2, clause numéro 3, c'est des articles. Et
dans le droit des contrats, il y a un principe qui est très ancien, mais qui est toujours actuel, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on utilise souvent, qui dit le pacta sunt servanda. Pacta, le pacte, c'est le contrat. Sunt servanda. Le contrat est la loi des parties. Le contrat est la loi des parties. Al-aqdu shari'at muta'aqidain. Muta'aqidin. Ils peuvent être plusieurs. Et c'est ce principe qui a mis en place dans les systèmes juridiques le principe de la force obligatoire du contrat. Al-quwwa al-mulzima lil-aqd. Qui veut dire, ou qui signifie que lorsque les parties sont d'accord sur le contenu matériel d'un contrat, ce contenu devient leur loi. Et ce principe pacta sunt servanda a une reproduction textuelle au Maroc. Et là, je fais allusion au fameux article 230 du DOC qui dispose que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدها. Et sur le plan juridique, on appelle ça le principe de la force obligatoire du contrat. Al-quwwa al-mulzima lil-aqd. Et comme je viens de dire, au Maroc, en droit marocain, cette force obligatoire du contrat a une base textuelle, qui est l'article 230 que les tribunaux appliquent beaucoup, notamment pour ces contrats innommés, que la loi ignore. Ce que je veux dire par là, c'est que en cas de litige à propos d'un contrat innommé, le tribunal ou le juge, la première des choses que le tribunal ou le juge va faire, c'est demander aux parties le contrat pour voir ce qu'ils ont convenu, ce que les parties ont convenu, pour appliquer bien entendu. Et le juge, bien sûr, ne peut pas s'opposer à la volonté des parties, sauf si ce contrat contient des choses qui sont contre l'ordre public du marocain, ou cas qui est rare lorsque ce contrat est soumis à une loi que les parties ne connaissaient pas et qui est une loi de police, de les cas qui permettent, ce sont les cas qui permettent à un juge de s'immiscer ou de s'opposer à la validité d'un contrat entre les parties. Donc, voilà pour ces contrats innommés qui sont très nombreux. Il y en a beaucoup, la liste est longue. En vue, au nom de la liberté contractuelle, aujourd'hui, on peut dire qu'il est permis aux contractants d'imaginer des formes contractuelles. L'essentiel, c'est que ces contractants doivent prendre en considération l'ordre public, économique, politique, religieux, culturel de l'État, éthique, etc. Voilà pour la distinction entre ces deux contrats, le contrat nommé et le contrat innommé. Qu'en est-il maintenant de l'intérêt de la distinction? Alors, l'intérêt de la distinction apparaît à notre sens au niveau de ce que je viens de dire, au niveau de l'intervention du juge. Dans un contrat, ou devant un contrat nommé, je dirais que le juge est cadré par la loi. C'est-à-dire il n'a pas un grand pouvoir de contrôle, de responsabilité face à des contrats nommés, étant donné que la loi est claire sur le contenu du contrat. En revanche, dans les contrats innommés, l'intervention du juge est, je dirais, colossale, importante. Étant donné, je peux vous dire que même devant un contrat innommé, le juge doit travailler avec sa loupe. Il doit vérifier le contenu du contrat, parce que la loi n'a pas réglementé ce contrat. Il doit surtout jouer le rôle de la chasse aux clauses qu'on appelle en droit des contrats les clauses exorbitantes.
qui sont bien sûr des clauses nulles et qui peuvent entraîner bien sûr la nullité du contrat. Donc l'intérêt de l'extinction apparaît surtout au niveau de cette intervention du juge que je dis qui est forte dans les contrats innommés, parce qu'on doit s'attendre à tout dans ces contrats. Dieu sait ce que les parties ont convenu, parce que c'est pas réglementé, alors que son intervention, je dirais, va être douce, si vous me permettez cette expression, face à un contrat nommé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la classification. J'ai choisi les classifications les plus importantes, les plus utilisées dans la matière, à savoir la classification des contrats d'après leur mode de formation, la classification des contrats d'après leurs effets, la classification des contrats d'après le rôle joué par la chance, la classification des contrats d'après la réglementation existante, et c'est là où on a distingué en dernier lieu entre les contrats nommés et les contrats innommés. Et comme ça, j'ai terminé ce chapitre qui s'est fait en deux séquences. Séquence 1, c'est la 4e séance, je rappelle les étudiants, c'est la 4e séance, c'est la séance qui correspond au lundi 31 mars. On a déjà fait, je vous ai déjà fait une séquence 1 qui est déjà publiée, et là c'est la séquence 2. Donc la prochaine séance sera la séance numéro 5. Je vous dis au revoir et je vous souhaite toujours une bonne santé, des bonnes conditions de confinement et à très bientôt. Merci beaucoup.